Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans cette bulle pro qui va traiter du sujet de la biodiversité. Alors la biodiversité 2020-2021, ce sont les années biodiversité, hein. C'est ce qui était prévu et décalé. Congrès mondial de la nature, Marseille et la COP. Donc on est vraiment sur un sujet qui est aussi très connecté naturellement au climat. Pour aborder ce sujet, pour décrypter, décoder, voir les difficultés que peut avoir une entreprise pour intégrer cette dimension dans ses pratiques et également voir de quelle manière elle l'intègre et qu'est-ce qu'elle en a fait. Eh bien, nous avons Antoine Cady, directeur recherche innovation de CDC Biodiversité. Bonjour. Xavier Huot, qui est senior vice-président Global Strategy Sustainability de Schneider Electric, qui vont nous éclairer pendant une demi-heure. Je vous remercie. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, Xavier et moi-même qui nous sommes livrés un petit exercice de mesure de l'empreinte biodiversité ces derniers mois. Nous avons décidé de vous proposer finalement d'attaquer le sujet de la biodiversité par cette notion de mesure pour faire finalement, si vous le permettez, un parallèle avec ce que vous savez d'ores et déjà tous faire sur le climat. Xavier reviendra, vous êtes nombreux à parler la langue du climat, la langue de la tonne équivalent carbone. Eh bien, l'an dernier et les années précédentes, ici dans cette bulle, accueillie par BPI France, nous vous parlions de biodiversité à travers un certain nombre d'outils de solutions. Cette année, on vient vous présenter une solution qui permet de mesurer son empreinte biodiversité et donc de construire une stratégie. Très rapidement, pour tous les gens qui nous regardent, et puis peut-être pour vous, la biodiversité, c'est la vie, c'est ce qui nous permet de nous nourrir, de nous épanouir, c'est ce qui construit nos paysages, ce qui illumine nos tableaux, nos récits. La biodiversité va mal, et vous l'avez certainement lu, notamment dans la presse, depuis un certain nombre d'années, et notamment l'an dernier, où l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, l'a rappelé. Eh bien, 1 million d'espèces vont disparaître dans les prochaines années. 1 million, c'est beaucoup parce qu'aujourd'hui, on en connaît 2 millions. Vous voyez qu'on est déjà sur un rythme qui est extrêmement important. Et la communauté scientifique s'est accordée. Donc il y a vraiment un consensus extrêmement fort sur le fait que nous sommes rentrés dans la 6e grande crise d'extinction. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Vous l'avez au-dessus de moi. Ça veut dire que jusque dans les années 2000, 2010, eh bien, il y avait l'équivalent, vous le voyez, de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Australie, qui étaient d'ores et déjà sans biodiversité, en termes d'équivalent surface. Au rythme où ça va, vous le voyez là aussi, de 2010 à 2050, nous allons à nouveau perdre l'équivalent de la Chine et de la Mongolie. Alors c'est gigantesque, tout cela s'explique par un certain nombre de pressions. Vous les avez sur ce schéma qui est un schéma, là encore, qui a été proposé par l'IPBES, où vous voyez que le changement d'usage des sols, la surexploitation des matières premières, les espèces invasives, le changement climatique sont autant de pressions qui reposent sur la biodiversité, qui expliquent la perte de biodiversité. Tout cela étant démultiplié par un certain nombre d'éléments, la démographie, nos formes d'économie, notre modèle économique, le fait que l'on n'arrive pas à s'entendre et donc les différentes guerres et conflits qui émaillent malheureusement la planète régulièrement. Et puis nos modèles d'institutions qui aujourd'hui sont clairement des freins pour aller dans cette dynamique du changement. Alors vous me direz, attendez, ici, c'est pas pour un cours d'écologie, on est là face à des entreprises, des grandes, des petites. Et oui, mais si on vous parle de biodiversité, et Xavier vous en parlera tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, nous sommes tous concernés. La biodiversité, je l'ai dit, c'est la vie. La biodiversité exprime, porte un certain nombre de ce que l'on appelle des services écosystémiques. En fait, elle porte les services écosystémiques, c'est-à-dire l'ensemble de ces éléments que vous avez sur la diapositive qui vous permettent de garantir de l'eau dans les cours d'eau, de l'air de qualité, un sol fertile, la pollinisation. Et si tout cela disparaît, eh bien, nous allons véritablement être questionnés en tant qu'humains dans nos sociétés humaines, mais également en tant qu'entreprise. Je l'ai passé rapidement. Vous voyez derrière moi des chiffres qui sont extrêmement conséquents. Il faut considérer que 40% de l'économie mondiale repose sur les services gratuits fournis par la nature. 40%, c'est énorme. Et parallèlement,
60% des écosystèmes qui fournissent ces services gratuits, là encore, hein, je l'ai dit, les sols fertiles, la pollinisation, etc., sont aujourd'hui menacés par l'érosion de la biodiversité. Donc il faut avoir ces chiffres en tête. Et vous le voyez, on s'exprime en milliards de dollars, en dizaines, en centaines de milliards de dollars d'euros. S'il s'agissait demain de remplacer ce que la nature fournit gratuitement aux entreprises. Et qu'évidemment, notre comptabilité ne prend jamais en considération. Alors on a essayé chez CDC Biodiversité de résumer tout cela. Alors vous voyez, la zone verte, c'est la zone dans laquelle nous devrions être si nous voulions réduire les risques. C'est-à-dire éviter de nous prendre le mur, éviter de devoir fermer une centrale nucléaire parce qu'il n'y a plus d'eau dans les cours d'eau, éviter de devoir faire des cultures hors sol avec des produits de synthèse parce que les sols ne sont plus fertiles, etc., etc. Les exemples seraient multiples. Or, vous voyez, eh bien, on est déjà rentré dans une zone de risque, dans une zone de risque avancée. On est à plus d'un tiers de la biodiversité en moyenne. Je ne vous parle pas du tout des gorilles, des baleines, des éléphants et autres aigles ou papillons qu'on aurait particulièrement envie de protéger. Évidemment, tout ça, c'est très important. Là, je vous parle de la nature en général. Encore une fois, cette nature qui est le socle de notre humanité, de nos sociétés. Et vous voyez que la courbe est extrêmement rapide et que l'effort qui va être réalisé pour pouvoir revenir dans cette zone de risque moindre, va être important. Et les Nations Unies nous ont appelés à travers ce qu'on appelle le draft zéro. En fait, il y a des COP, vous le savez peut-être, sur le climat. Il y a des COP sur la biodiversité également. Et donc, de COP en COP, on discute de textes qui permettent de prendre des engagements au niveau international, au niveau national. Et tout ça se décline dans le droit, dans le droit européen, puis dans le droit français. Là, les Nations Unies nous interpellent en nous disant que finalement, le niveau des prochains engagements sera, en tout cas c'est ce qu'ils attendent, sur la base de recommandations scientifiques, 0 perte nette en 2030 et un gain net attendu pour 2050 de 20%. Si on fait le parallèle avec le climat, c'est un petit peu comme si on s'était dit non, le scénario de degrés, c'est pas du tout assez. En fait, il faudrait qu'il n'y ait plus du tout d'augmentation de température, voire même peut-être qu'on revienne au climat moyen, je sais pas, de 1920 ou autre. Vous voyez, comme si l'effort à réaliser était de revenir en arrière. Sur la biodiversité, il va falloir que l'on soit capable de revenir en arrière, c'est-à-dire qu'il va falloir que l'on soit capable de continuer à développer, à produire, à manger, à grandir, c'est le problème de la démographie humaine, etc., en regagnant, en relaissant de la place à la nature. Alors pour cela, vous le voyez, il y a une réglementation, en France notamment, ben voilà, on a évité, réduire, compenser. Pour les investisseurs, on a le reporting obligatoire. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui existent. Mais aujourd'hui, finalement, cette réglementation, ce cadre réglementaire est très largement insuffisant et il ne permet pas aux entreprises de rentrer dans une démarche de transition suffisamment avancée, suffisamment profonde pour pouvoir véritablement prendre en compte le sujet de la biodiversité. Et c'est de cela dont on voulait vous parler très rapidement. Alors, nous, chez CDC Biodiversité, on est une filiale du premier rang du groupe Caisse des Dépôts. On existe depuis une douzaine d'années. La Caisse des Dépôts essaye, sur des sujets, disons, innovants, prospectifs parfois, et c'était le cas pour la biodiversité il y a une quinzaine d'années, de mettre en place des équipes, des cellules pour réfléchir, travailler sur des sujets et apporter des solutions qui sont partagées dans l'intérêt général avec tous. Évidemment, les outils comme ceux que je vous présente, ils sont utilisés par la Caisse des Dépôts au premier chef, par BPI France, mais ils sont disponibles pour l'ensemble des entreprises. Alors ce que l'on s'est dit, c'est finalement, est-ce qu'il y a des travaux scientifiques qui sont suffisamment solides aujourd'hui pour nous permettre de faire la même chose que pour le climat? Est-ce qu'on peut avoir des scénarios? La communauté scientifique, je vous parlais tout à l'heure du 0 perte nette ou du plus 20%, donc on commence à avoir des scénarios. Est-ce qu'on peut avoir des méthodes? Est-ce qu'on peut avoir des métriques? C'est très compliqué. La tonne équivalent CO2, assez rapidement, il y a un consensus international, on s'est mis d'accord, on s'est dit de toute façon ça part dans l'atmosphère, c'est diffusé par les vents atmosphériques un peu partout autour de la Terre, ça marche. La biodiversité, c'est local, la biodiversité, c'est complexe, c'est riche, et donc il y avait un certain nombre d'oppositions. Mais au fil du temps, là encore, un consensus est ressorti. Il y a une ou deux métriques qui existent aujourd'hui et celle qui nous paraît la plus solide, la plus robuste, c'est le mètre carré MSA qui exprime un mix de richesse et d'abondance spécifique à l'échelle du mètre carré. Le gros intérêt, j'irai pas plus loin dans la définition, mais le gros intérêt, c'est qu'en fait, on va s'intéresser à un niveau de dégradation par rapport à un niveau d'origine vierge. En fait, à un niveau de 100%. Et donc, le mètre carré MSA va permettre d'exprimer un delta entre ce niveau vierge et puis ce que l'on observe à l'instant T. Alors, on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. On l'a fait avec, d'ailleurs, un certain nombre d'autres équipes. On participe à des réflexions plus internationales, notamment à travers le club Aligning Biodiversity Measures for Business. Donc, ce truc-là, c'est pas
un caprice d'un nodule de la Caisse des dépôts planqué à Paris, je ne sais pas où. C'est bien une réflexion qui se porte au niveau international, réflexion à laquelle on essaye de véritablement contribuer. Et vous le voyez, il y a un certain nombre d'initiatives qui couvrent tout ou partie du champ de la question que l'on évoque. Alors, je reviens 2 secondes sur la notion de mètre carré MSA. Vous avez là 2 exemples. Je vais prendre celui qui est à votre gauche. Vous voyez une forêt tropicale. Donc, on pense évidemment biodiversité, on pense à l'Amazonie. Donc là, une forêt luxuriante avec énormément d'espèces animales et végétales. Et en fait, le mètre carré MSA va nous permettre d'exprimer un niveau de dégradation. Si on passe par exemple par une forêt qui sera moins intéressante pour la biodiversité si elle ne porte qu'une seule espèce d'arbre. Et puis évidemment, si on la dégrade, là vous avez un exemple de déforestation, et donc là ça se sentira. Et donc on sait parfaitement attraper cette différence de biodiversité. Alors comment ça marche? En 2 slides, donc très vite. On sait aujourd'hui faire le lien entre l'activité d'une entreprise et ou d'un investisseur à travers son portefeuille et les différentes pressions que j'évoquais tout à l'heure, puis faire le lien entre ces pressions et la perte de biodiversité. Et donc finalement l'exercice vise à, soit pour l'entreprise, faire remonter les données, et Xavier vous en reparlera, qui permettent de dire, moi en tant qu'entreprise, mon entreprise est véritablement dans cette situation, et sinon par défaut, pour les investisseurs ou pour nous-mêmes, ou pour essayer par exemple de faire des comparaisons intrasecteurs ou autres, eh bien, on a aussi des bases de données qui fournissent des données moyennes sur telle matière première, sur tel niveau de consommation, etc. Et donc on va pouvoir exprimer cela par pression et du coup générer un travail au sein de l'entreprise qui va lui permettre de mesurer véritablement les sujets sur lesquels elle a un risque, elle a une dépendance, elle a une empreinte. Finalement, les 3 mots convergent un peu vers la même réflexion, lui permettent d'avoir véritablement les leviers du changement dans l'entreprise. Comme pour le climat, on est resté sur une approche de scope 1, scope 2, scope 3. Donc là, je passe assez vite, mais c'est juste pour vous dire qu'on est capable aujourd'hui d'aller appréhender ces différents niveaux pour pouvoir apporter des solutions. Cette réflexion, elle ne s'est pas faite de manière hors sol. On l'a intégrée dans un club d'entreprises et d'investisseurs qui s'appelle le Club des entreprises pour une biodiversité positive, le club B4B+, qui avait donc cette double ambition de partager nos avancées ces 5 dernières années et puis de mettre en place un certain nombre de pilotes. Et donc on a pu travailler avec de nombreuses entreprises, vous en avez quelques-unes derrière moi, pour bien ajuster à la fois notre outil et leurs attentes. Et donc s'assurer que lorsqu'il allait sortir, eh bien, on allait pouvoir répondre à tout cela. Voilà un certain nombre d'investisseurs également. Depuis le 12 mai dernier, donc le 12 mai 2020, juste après le déconfinement, on a beaucoup travaillé pendant le confinement pour sortir cette version 1.0. Et donc l'outil est désormais disponible. Vous pouvez rejoindre le club, acquérir une licence, vous former pour utiliser le GBS en interne, ou vous appuyez sur un certain nombre d'entreprises d'accompagnement, de conseil, etc., que nous avons d'ores et déjà formées ou que nous allons former dans les prochaines semaines. Donc on a des formations tous les mois. Niveau 1 pour comprendre comment ça marche, niveau 2 pour réellement être autonome dans l'utilisation de cet outil de mesure. Voilà. Et pour laisser un petit peu de temps, simplement, n'hésitez pas à scanner si vous êtes devant vos écrans ou ici dans la bulle, les différentes publications où vous pourrez retrouver plus d'informations sur ces sujets-là. Évidemment, le site web où vous pourrez également trouver un certain nombre de liens pour rejoindre les formations, le club, etc. Et donc, Xavier, je te laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Merci beaucoup Antoine. Je vais prendre la télécommande, merci beaucoup. Donc je suis Xavier Houot de Schneider Electric. Ce que je vais essayer de faire en quelques minutes, c'est de présenter qui nous sommes déjà et quel est le lien entre Schneider Electric, nos produits, nos opérations et la biodiversité. Pourquoi on s'est engagé dans cette démarche avec CDC Biodiversité? Qu'est-ce qu'on commence à en tirer comme enseignement et ce qu'on a prévu de faire? Donc, en 2 mots, Schneider Electric, c'est une entreprise industrielle d'origine française, mais qui est très internationale. Donc, nous sommes dans plus d'une centaine de pays, avec plus de 1000 sites, 200 usines et 135 000 collaborateurs. Donc, l'impact et les interdépendances avec la biodiversité se produisent dans l'ensemble des climats du monde et dans l'ensemble des tropiques. Et donc, nous avons des dépendances et aussi des
des façons d'interagir avec la biodiversité qui dépendent fortement de chacun de ces endroits. Nos technologies sont des technologies qui ne sont pas agricoles, on n'en est pas dans l'alimentation, mais le lien avec la biodiversité, vous allez le voir, n'est pas nul. Les produits que nous fabriquons sont des produits comme des disjoncteurs, des onduleurs, des variateurs de vitesse, des contacteurs et tout ce qui permet à des lieux comme ce lieu ici qui nous abrite d'avoir une énergie qui est efficace, qui est durable, qui est sûre. Et on est le leader mondial de la basse tension dans les centres de données, dans le bâtiment. Et on est aussi dans le domaine de l'automatisme industriel et dans les infrastructures de réseau. Donc ça, c'est notre métier. Donc dans ces produits, on a un peu de plastique, c'est moins de 10% des empreintes de nos produits, et beaucoup de cuivre, d'aluminium, d'électronique, d'acier. Et voilà ce qui nous relie le plus à la biodiversité. Et il y a des emballages aussi qui transportent ces produits, il y a des palettes, il y a des cartons. Et donc tout ceci fait notre empreinte matière que nous avons détaillée avec les équipes d'Antoine à CDC Biodiversité. On a travaillé avec les équipes de la CDC Biodiversité après une analyse assez complète des alternatives. Et on a choisi le GBS, le Global Biodiversity Score, parce qu'il nous paraissait holistique, c'est-à-dire couvrir l'ensemble des dimensions. Il paraissait scientifique, ce qu'il nous a prouvé. Et puis la posture de CDC Biodiversité nous est parue scientifique, rigoureuse, transparente, exigeante. Et c'est ce qu'on a cherché. Et j'aimerais vous en tout cas, témoigner auprès d'Antoine de ce que ça nous a apporté et inviter peut-être d'autres entreprises qui seraient intéressées à se lancer dans un exercice similaire. Chez Schneider, on a une stratégie environnementale qui est vraiment orientée sur 3 piliers. Le climat, on est très engagé, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, avec des engagements de neutralité qui ont été réaffirmés par notre président Jean-Pascal Tricoire il y a encore quelques jours à New York. On travaille sur la ressource, on se veut très circulaire, faire durer, réparer, reprendre. Et on a un sujet qu'on appelle la vie, la protection de la biodiversité, sur lequel je vais insister aujourd'hui. En fait, ce que l'on veut faire, c'est réussir à permettre à l'entreprise Schneider Electric de continuer à avoir une croissance rentable, tout en décorrélant, en découplant son empreinte climat, d'une part, en étant sous 1,5 degré à la fin du siècle, en empreinte ressources, en étant compatible avec une planète, en repoussant la date du jour du dépassement. Et on voulait exprimer et quantifier avec ce projet comment peut-on exprimer notre compatibilité avec une biodiversité préservée. Mais on ne veut pas uniquement nous-mêmes réussir, on veut que nos clients nous choisissent parce que nos technologies vont les aider à faire la même chose. Et on aimerait qu'au travers de nos clients, les bâtiments, les villes du monde entier, l'industrie puissent pouvoir émerger comme étant compatibles avec les limites de notre planète. Et donc, on avait tous ces besoins de quantification que je vais plutôt présenter par le menu. Alors, pour certains d'entre vous qui êtes familiers avec la science du carbone, vous avez l'habitude, sur la partie gauche de ce slide, de mesurer des tonnes, des mégawattheures, des kilomètres parcourus, des mètres carrés. Et ce qu'on a observé, c'est qu'avec CDC, avec le GBS, on a besoin d'informations qui sont parfois les mêmes. Mais parfois, il faut aller chercher d'autres informations. D'où viennent les métaux, d'où viennent votre cuivre, les cartons d'emballage, quelle est la nature de la pulpe de papier, est-ce que c'est une pulpe secondaire, est-ce que c'est une pulpe vierge, est-ce que la forêt est certifiée, est-ce qu'elle est FSC, d'où viennent ces plastiques, est-ce qu'ils sont bioplastiques. Donc en fait, on a été poussé dans notre recherche par les équipes de CDC Biodiversité à aller plus loin dans la connaissance et la compréhension de l'origine des matériaux. On a également été poussé à mieux comprendre notre emprise à nous en mètres carrés. Bien sûr, avec notre direction immobilier, on connaît bien les mètres carrés qu'on occupe. En revanche, les mètres carrés de nos terrains, de nos usines, des espaces verts, et plus encore les mètres carrés que les mines d'extraction des métaux que nous utilisent indirectement et pour partie. Par exemple, une mine de cuivre, une mine d'aluminium, même si elle fonctionne depuis des décennies, quand on leur achète indirectement des tonnes de cuivre d'aluminium, on a une co-responsabilité sur l'impact que cette surface, au Chili, en Australie, pourrait avoir sur la biodiversité. Donc grâce à ce calcul, nous avons pu objectiver notre part d'impact pour mieux, derrière, être capable de réduire cet impact. Et donc là, c'est une présentation de synthèse qui résume de manière un peu simpliste la façon dont on a été ensuite positionné. Ce que cette étude nous a montré, c'est que par rapport à une moyenne du PIB mondial, l'industriel Schneider Electric a tendance à être moins émetteur par unité de valeur de richesse sur la biodiversité qu'une moyenne, et mieux que de notre secteur. Mais ce n'est pas ça qu'on allait chercher. On va plutôt chercher la différence entre la barre verte que vous voyez, qui est l'impact de Schneider Electric en MSA, comme nous a rappelé Antoine, et la partie 0, parce que notre ambition, c'est d'être Biodiversity No Net Loss à un horizon qu'on va préciser prochainement. On a envie d'être capable de dire Schneider Electric, dans son écosystème, a fait tout ce qui est nécessaire en recherche et développement, en nouveaux matériaux, en émissions carbone,
pour être responsable de zéro destruction de la biodiversité. Et ce qu'on a pu objectiver pour l'instant, c'est en quoi aujourd'hui on fait partie de ceux qui impactent la biodiversité. On l'a objectivé, on l'a quantifié et même on l'a un petit peu analysé. On l'a beaucoup analysé. Dans l'approche scope 1, 2, 3, je m'excuse, je pense que les transparents sont trop petits pour que vous puissiez les voir, mais en synthèse, ce que cette analyse scope 1, donc les énergies, nos propres empreintes, scope 2 avec l'électricité et scope 3, ce qu'on achète en amont et en aval, comment nos produits émettent des émissions de gaz à effet de serre, on a repris la même approche que ce qu'on fait sur le climat, pour se rendre compte que finalement, l'essentiel de nos empreintes et de nos impacts se situe, comme vous le voyez, en amont dans les ressources que nous utilisons, donc les centaines de milliers de tonnes de matière et d'emballage que nous utilisons chaque année. Et en aval, la partie grise en amont, en aval, c'est la façon dont nos produits, dans leur vie, consomment de l'électricité ou de l'énergie. Et la partie verte, qui n'est pas négligeable, c'est comment nos technologies permettent à nos clients d'économiser de la ressource. Donc on a regardé avec CDC toute la partie haute de ce schéma pour dire finalement de quoi sommes-nous responsables et de quelle manière cette empreinte a un impact sur la biodiversité. Et en synthèse, ce qu'on a pu mesurer, c'est que 70% de nos impacts sur la biodiversité proviennent de nos émissions carbone. Donc en ramenant nos émissions carbone à zéro dans 20 ans, dans 20 ans, on sera 100% neutre dans l'ensemble de notre périmètre, de la mine jusqu'à la fin de vie de nos produits. C'est les engagements d'il y a 10 jours de Jean-Pascal Tricoire en signant le Climate Pledge, comme quelques entreprises, dont Amazon et quelques autres. Dans 10 ans, nous serons neutres sur notre périmètre opérationnel. Donc ces efforts de décarbonation vont servir la biodiversité parce qu'ils ne vont pas jouer un rôle dans la destruction des espaces, dans l'acidification des océans. Donc c'est déjà une première contribution et la principale. En revanche, les 30% restants, c'est ce qu'on allait chercher. C'est quels sont ces 30%? Et comme vous le voyez, c'est les emballages de nos produits qui vont utiliser des matières organiques, souvent originaires des forêts. Et donc comment est-ce qu'on peut travailler sur des matières uniquement recyclées? Utiliser moins d'emballages, utiliser des emballages qui bannissent toute autre forme de matière que des matériaux renouvelables, renouvelés et recyclés. Et l'autre partie qui concerne l'extraction des métaux, où on a objectivé grâce à ce calcul l'impact des différentes mines de cuivre, d'aluminium, d'acier et des autres métaux, comme l'argent, qui sont utilisés dans notre secteur de pilotage énergétique. Et donc, ça nous engage à aller toujours plus loin dans la connaissance de l'origine des métaux et dans l'origine, dans la façon d'aller chercher plus de matériaux secondaires, recyclés, plutôt que des matériaux vierges. Donc, ce qu'on a également décidé de faire, c'est que ce projet est un projet, bien sûr, de techniciens, de mesures, de recherche et développement, mais c'est peut-être plus encore ce qu'on a envie de pousser, ce qu'on a observé, c'est que nos collaborateurs ont tous envie de jouer un rôle et que contrairement au climat qui donne un sentiment d'être invisible, d'être moyen terme, la biodiversité, c'est là. C'est la forêt à côté du site où on travaille, c'est la rivière, c'est une espèce. Et donc, on va engager, on a commencé à engager nos collaborateurs dans l'ensemble des pays du monde, dans l'ensemble des sites, pour qu'eux-mêmes lancent des actions localement pour innover sur une façon de régénérer la biodiversité locale, d'être partenaire avec des ONG locales pour faire que ce n'est pas juste un projet du siège qui descend des patrons des business ou de la recherche et développement ou des achats. C'est un projet que l'ensemble de l'entreprise va vouloir embrasser. Il y a une dimension évidemment émotionnelle que tu as rappelé, Antoine, en introduction. C'est la biodiversité, ça touche tout le monde et c'est quelque chose où l'ensemble des hommes et des femmes qui constituent notre entreprise ont envie de participer. Donc sur ce projet devant nous, on a résumé notre action en 3 grandes actions. Donc aller toujours plus loin dans l'engagement de nos collaborateurs, participer à des engagements multiparties prenantes avec des ONG locales, avec d'autres partenaires comme le groupe B4B+, ici, mais aussi comme des groupes qui sont compétents sur la régénération des écosystèmes dans toutes les parties du monde. Sur la partie centrale, c'est de travailler avec nos fournisseurs principalement sur des matériaux qui seront toujours moins impactants, moins carbonés et le moins en moins impactants sur la biodiversité. Et sur la partie droite, on a besoin d'aller jusqu'à la traçabilité au rang 5 ou 6 de nos fournisseurs, c'est-à-dire jusqu'à la mine, pour être capable de savoir d'où viennent chacune de nos matières. On est sur le point de partager avec CDC Biodiversité et quelques-uns de nos partenaires comme Business for Nature et certains autres leaders internationaux de ce sujet, des
des thought leadership papers qui vont partager à la fois de manière quantitative le cas que je viens de vous présenter de Schneider Electric, mais plus largement comment on invite le monde des entreprises, petites et grandes. On pense que les petites entreprises peuvent elles aussi avoir la même approche pour qu'on soit de plus en plus nombreux, un peu comme on l'a fait sur le climat depuis une quinzaine d'années maintenant, à parler cette langue du Means Species Abundance, du MSA, pour qu'on puisse faire émerger une objectivation de ces entreprises qui font des efforts pour et de ces supply chains qui sont compatibles avec une planète. Je voudrais à nouveau remercier Antoine et ses équipes. Le 22 septembre, vous avez organisé un événement de première main avec grands nombre d'interlocuteurs internationaux, Nations Unies, IPBES, l'Europe, l'OCDE, le ministère, un certain nombre de personnes qui sont réunies ici, BPI. France pour un événement de lancement du GBS auquel on a été associé, et je pense que c'est votre leadership qui est hexagonal, en fait va bien au-delà de nos frontières, et bravo pour ce que vous faites. Donc voilà pour ma présentation. Je pense qu'on a quelques minutes pour des questions et des réponses à la fois de la salle, éventuellement de ceux d'entre vous qui nous suivez à distance. On a des questions sur le chat sinon que je vais poser. Alors, quelles sont les pistes d'innovation les plus prometteuses à vos yeux pour protéger la biodiversité ? Je ferai une réponse en 2 temps. L'innovation première serait arriver à faire mieux et faire davantage avec moins de place. En fait, la biodiversité a besoin d'espace pour se développer, finalement comme nous, et on arrive à un moment, vous l'avez vu sur les cartes que je présentais tout à l'heure, où la place devient vraiment le problème principal. Donc ici, il va falloir être en capacité de le faire. Après, le niveau de dégradation est tel qu'il va certainement falloir continuer à innover, notamment dans notre capacité à restaurer la nature. Il ne faut pas rêver, on ne saura jamais tout faire et la tech n'apportera pas des réponses ou ne saura pas d'ailleurs avantageusement se substituer à toutes les situations. Néanmoins, aujourd'hui, on a besoin de restaurer, d'accélérer la restauration de nature autour de nos métropoles, autour de nos sites industriels, etc. Et donc là, pour cela, il faut continuer à innover. Et on a le plaisir, avec BPI, avec la Caisse des dépôts, d'accompagner un certain nombre d'entreprises, de start-up, entre autres, qui travaillent sur ces sujets. Je pense aux toitures végétalisées, je pense à la végétation locale. Donc créer vraiment une économie. S'agissant de biodiversité, c'est souvent une économie qui se développe à l'échelle locale, mais pour apporter des réponses à cette double enjeu, à la fois d'espace et de renaturation. Oui, peut-être juste pour compléter ce qu'Antoine vient de partager. Chez Schneider Electric, on croit beaucoup à la modération ressources, à l'efficacité en ressources, et on pense que la première chose à faire dans l'ensemble des secteurs d'activité, c'est de challenger, de critiquer, de revoir, de revisiter la quantité de matière, d'impact de tout ce que nous utilisons. Donc il y a un énorme gisement autour de la réflexion sur la circularité, faire durer, réparer, utiliser moins, qui est une approche qui est très business, contrairement à ce qui peut apparaître parfois. C'est très innovant et ça invite à réinventer des modèles d'affaires et apporter de la valeur aux clients. Et puis enfin, c'est le deuxième sujet, c'est la quantification. Nous, on l'a vu dans certains secteurs, l'agriculture, les biens de grande consommation, le nôtre, la quantification génère l'innovation. Parce que quand on voit les impacts, quand on voit la matérialité des sujets qui touchent nos secteurs, c'est là que l'innovation se déclenche. Bonjour, j'ai une question double. Comment vous expliquez qu'on parle beaucoup plus de l'impact climat et biodiversité moindre, alors que quand on vous écoute, l'urgence est déjà là, voire dépassée? Et la deuxième question qui en découle, c'est est-ce qu'il y a des actions menées par la CDC Biodiversité sur les enfants, la jeune génération, l'éducation nationale? Parce que c'est peut-être eux seront plus vertueux que nous. Enfin, j'espère. Alors, la première question, c'était... Pourquoi on parle plus de climat et plus de maturité du climat? Alors, en fait, on parle énormément de biodiversité, on parle énormément de nature, on parle très souvent du vivant. Simplement, il y a une différence majeure que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est qu'on ne s'est pas mis d'accord sur la biodiversité, sur la métrique synthétique pour l'exprimer. Ce qui fait qu'on a un problème de maths, en fait, on a un problème d'équation. Sur le climat, globalement, on a pu transformer
type de tonnes d'émissions en tonnes équivalent CO2 et mettre ça dans une dynamique de progrès. Et puis bon, le GIEC a une antériorité, etc. Et sur la biodiversité, eh bien, à la fois, je pense que le monde scientifique a mis un petit peu de temps à s'organiser. L'IPBES a simplement une dizaine d'années. Le GIEC en a 30, 92. Donc 3 fois plus long. Et puis, il y a cette question de métrique, et vous le voyez encore, qu'on ne vous parle pas d'une, mais on vous parle encore de quelques métriques. Le MSA tient la corde, entre guillemets, mais voilà, il y a encore une démonstration à faire. On a un solide soutien de l'IPBES, donc des 2860 chercheurs qui sont derrière cette réflexion transpartisane et transnationale. Donc c'est quelque chose de fort, mais néanmoins, on a cette transition à faire. Et il faut qu'on soit en capacité de parler de biodiversité à la fois à l'échelle de l'espèce, continuer des programmes de conservation et d'actions telles qu'ils sont portés par les ONG, et de l'autre côté, avoir une réflexion aussi à l'échelle, à la hauteur des États, à l'échelle des multinationales, comme des PME, pour rentrer dans une démarche de changement. Et donc très rapidement, puisque je crois que le temps nous est compté, alors nous, notre métier n'est pas d'aller à la rencontre des enfants. En revanche, on travaille beaucoup avec la génération juste d'après, les jeunes qui font des études supérieures notamment. Donc on intervient très régulièrement dans des écoles supérieures, écoles d'ingénieurs, dans des écoles de commerce. On travaille avec Cage, avec HEC, on travaille avec toutes les grandes écoles d'ingénieurs, je l'ai dit, et beaucoup de masters, beaucoup d'universités, pour justement discuter avec elles, enfin avec l'ensemble de ces jeunes, de la façon dont on peut aujourd'hui entrevoir le monde autrement sur les questions d'économie de matière, d'économie de place, de transition, etc. Donc il y a un vaste sujet. On a aussi le plaisir de travailler, mais là collectivement au sein du groupe Caisse des dépôts, avec BPI, avec ICAD, avec la Compagnie des Alpes et plein d'autres, avec de nombreuses ONG, avec lesquelles on a aussi la possibilité du coup d'échanger sur nos sujets et de partager avec elles à la fois le besoin de faire bouger le monde économique et la société civile dans son ensemble. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de loin. Et à votre disposition, je pense que nos coordonnées sont faciles à trouver. Vous avez nos comptes LinkedIn ou autres qui vous permettront de continuer à poser des questions et poursuivre ces échanges si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci.